Pourquoi je disais tout à l'heure que même les 15% moyennement suggestifs peuvent bien répondre à l'hypnose, c'est parce que quand on a une souffrance, on veut aller mieux. Donc si maintenant je souffre, et même si... Et j'ai tout essayé. Souvent ils viennent nous voir, les gens disent j'ai tout essayé là. Ouais. Donc mon collègue... L'acupuncteur, les médicaments, là, oui, on imagine bien. Ouais. Et donc finalement il ne reste plus que nous. Donc, ou la prière, comme dit mon collègue. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, c'est Evelyne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Centré sur l'équilibre. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine fascinant, l'hypnose. Pas l'hypnose qu'on a découvert dans Tintin ou qu'on voit sur scène avec Mesmer, mais bien l'hypnose clinique, celle qui est utilisée par les dentistes, les médecins, les psychologues pour soigner et traiter toutes sortes de maux. On a invité le docteur David Auger, qui est psychologue, professeur et président de la Société québécoise d'hypnose. Bonjour. Bonjour. On veut tout connaître de l'hypnose, mais moi, d'abord, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené en premier à ce sujet-là? Est-ce que c'était Tintin? Non, c'était pas Tintin. Donc moi, je travaillais en Belgique avant. J'ai travaillé longtemps en oncologie avec des patients atteints de cancer. Puis en France et en Europe, en Belgique, on a une formation plutôt psychanalytique. Donc j'étais confronté aux limites de l'approche que j'avais appris à l'école, à l'université, pour aider mes patients. Et j'ai cherché d'autres pistes. Donc, j'ai commencé à aller voir ce qui existait d'autres, notamment les thérapies comportementales, etc. Puis un jour, je suis tombé sur une anesthésiste qui faisait de l'hypnose dans la gestion de ces opérations. Donc, elle travaillait avec des patients en cancérologie, mais également d'autres types de patients. Puis j'étais un peu fasciné par ça. Et je me suis dit, peut-être que c'est une bonne piste pour aider mes patients dans leurs souffrances. Les souffrances psychologiques, parce qu'ils sont confrontés à de l'anxiété, puis aussi les symptômes secondaires des chimiothérapies, etc. Donc, je me suis formé à ce moment-là. Puis, évidemment, j'ai découvert qu'il y avait autre chose aussi que de la gestion de symptômes. Il y avait également toute une approche psychothérapeutique possible. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Donc, c'est un univers qui a plein d'applications, finalement, en psychologie, en traitement de la douleur. Oui, l'hypnose, en fait, c'est pas une thérapie en soi. C'est un adjuvant à une thérapie ou à une approche. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc, on peut utiliser, par exemple, l'hypnose, effectivement, en dentisterie ou en anesthésie, ou voire même en soins infirmiers. On peut endormir sous hypnose des bouches pour les dentistes, d'endormir des bras pour les piqûres des enfants, par exemple, ou carrément mettre le corps en catatonie, donc c'est-à-dire de pouvoir... donc, en anesthésie, on utilise le curare pour endormir les corps. Et ça, on peut le faire en hypnose. Donc, on n'a pas besoin de médicaments pour ça. Donc, on peut se passer carrément d'anesthésiant? D'anesthésie générale. On peut donner de la sédation, on peut donner des petites doses d'analgésie, mais qui sont assez minimes. Mais je connais des gens, par exemple, pour des opérations, même parfois, où on n'utilise pas d'anesthésie, notamment ces thyroïdes, par exemple, on n'en fait pas. Je connaissais des dentistes qui n'utilisaient aucun produit supplémentaire que l'hypnose. Ça dépend un peu de la personne. Et ça Attendez, se faire arracher une dent sous non, je ne sais pas si je dirais oui à ça nécessairement, mais ça marche. En tout cas, moi, j'ai des vidéos qui le prouvent. Mais effectivement, ça peut. Oui, tout à fait. Peut-être pas des arrachages de dents, mais en tout cas, au moins des soins dentaires profonds quand même, qui nécessitent souvent des anesthésies parce qu'on va vraiment aller creuser dans le nerf. Mm-hmm. Donc, effectivement, il y a ça. Puis en thérapie, on peut vraiment proposer d'autres manières de voir. Donc, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est la phobie. Si maintenant j'ai un patient qui est phobique, en thérapie cognitive comportementale, on peut faire de l'exposition phobique, c'est-à-dire qu'on va mettre la personne dans un contexte face à son anxiété. Bon, on ne fait plus trop ça, mais on peut le faire de manière cognitive, c'est-à-dire en imaginaire. Et quand on le fait en hypnose, on a encore plus d'amplitude, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se permettre de mettre la personne dans des circonstances anxiogène, mais avec un corps qui est tellement relax qu'il se dissocie de l'anxiété. OK. Donc, si je comprends bien, David, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a peur des araignées, sous hypnose, on va dire, imagine une araignée. Et là, il y a interaction avec l'araignée, c'est ça? Oui, on pourrait faire ça. Il y a plein d'histoires à raconter autour de ça, mais on peut faire ça comme ça, effectivement, une exposition. Parce que si maintenant j'ai une araignée en face de moi, mon corps va réagir émotionnellement, donc il va commencer à me donner des signes de stress. Ça va indiquer à mon cerveau qu'effectivement, il y a un danger.
Mais si mon corps est relax parce qu'il est dans un état d'hypnose, de relaxation, je suis face à l'araignée alors que mon corps ne réagit pas. Donc c'est comme si je venais désensibiliser la personne. Après, il y a plein de manières de faire. On peut raconter plein d'histoires. Et j'aimerais ça. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est sous hypnose? Ah, mais en fait, le cerveau, si maintenant je vous demande de vous souvenir d'un moment de vacances que vous avez aimé, sous hypnose, votre cerveau va réagir comme si vous y étiez. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'être présent. Vous pourrez même sentir, par exemple, la crème solaire. Vous pourriez même peut-être entendre le bruit des vagues. C'est pas des hallucinations, hein, c'est vraiment une expérience. Et donc, le cerveau, on l'a prouvé en recherche, réagit comme si on était vraiment exposé. OK, donc c'est plus qu'un simple souvenir, là. C'est plus qu'un simple souvenir. C'est pas comme de l'imagerie guidée, c'est beaucoup plus que ça. OK, on l'a vu en spectacle, notamment sur scène avec Mesmer. Il y a des gens qui semblent plus réceptifs que d'autres à ce genre de travail-là. Pourquoi? Comment on explique ça? En fait, il y a 15% de la population qui est hautement suggestif, 15% qui l'est faiblement, et au milieu, 70% qui sont moyennement, avec une certaine variance, en fait. OK. Donc, en recherche, on va pas utiliser les 15% faiblement suggestifs. Mais dans la vraie vie, on les utilise parce que la motivation pour faire de l'hypnose, pour aller mieux, elle est là. En recherche, on n'en a pas. OK. Ce que va faire Mesmer, c'est qu'il va sélectionner les 15% hautement suggestifs. Mais comment il sait ça? Il fait des tests. Ah, Il OK. fait des tests. Je comprends. Et les tests qu'il pratique, ils existent aussi en recherche. On a des tests de susceptibilité hypnotique. Un des tests le plus connus, par exemple, c'est de mettre la main derrière le dos de la personne, de tirer la main vers l'arrière et de suggérer que la personne va tomber vers l'arrière. Puis la personne tombe. Donc, si la personne répond, on passe à un test supplémentaire. Et puis, on a des tests de plus en plus complexes. OK. Mesmer ne va pas utiliser tous les tests. Il utilise, tout le monde l'a déjà vu, hein, l'histoire des deux doigts qui se rapprochent, par exemple, ou bien les deux mains qui se collent. Et à partir du moment où la personne répond fortement à 2-3 tests, il sait qu'ils sont suggestifs. Et à ce moment-là, ils peuvent aller sur scène. Mais une fois qu'ils sont sur scène, je ne sais pas si vous avez déjà participé à un spectacle, mais il y en a certains qui vont retourner à leur place parce qu'ils ne sont pas vraiment suffisamment suggestifs pour faire le spectacle. Donc, dans les 15%, il y a peut-être un petit 5% qui va rester sur scène parce que il faut aussi accepter d'être sur scène. Faire confiance. Ouais, c'est ça. Oui, c'est toute une expérience. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Oui, parce que l'hypnose de spectacle, elle est autoritaire. Il dit pas « Ah, mais peut-être que vous pourriez être un canard ». Non, il va simplement proposer des choses qui, généralement, ne sont pas vraiment confortables, mais les patients l'acceptent, hein, sinon ils n'iraient pas. Ouais. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas. Est-ce qu'ils perdent vraiment le contrôle? Les gens sous hypnose, là, est-ce qu'ils ont quand même une certaine agentivité? C'est pas qu'ils perdent leur contrôle, c'est qu'ils le veulent bien. Ils vivent une expérience et puis ils prennent du plaisir à le faire, en fait. Donc il y a pas... C'est vrai que c'est ça qui est un peu dommageable pour nous qui pratiquons l'hypnose dans des milieux médicaux, c'est que quand on voit ça, on se dit, bah oui, mais il va me manipuler. Moi, j'ai un patient un jour, il a voulu cacher son portefeuille, il pensait que j'allais lui piquer son portefeuille pendant l'hypnose. Donc, il y a vraiment des situations, effectivement, où les gens pensent qu'ils vont dormir, pensent qu'ils vont perdre leur contrôle, alors que l'idée de l'hypnose, c'est d'être plus présent encore. D'être plus présent à l'expérience, en fait. Donc, c'est un peu différent, mais effectivement, les gens qui sont sur scène, ils adhèrent au fait de faire le show, en fait. Donc, je comprends, mais ça, c'est l'hypnose spectacle. Oui. Si on parle de l'hypnose thérapeutique, maintenant, qu'est-ce qu'on peut traiter comme trouble ou comme mal, par exemple, avec l'hypnose? La plus grande partie des recherches qui ont été menées, c'est surtout sur la douleur. Donc, la douleur aiguë, c'est plus approuvé. On a beaucoup de littérature là-dessus. La douleur aiguë, c'est celle qui douleur procédurale, okay. anesthésie. Okay. Donc, ça, c'est vraiment... On a vraiment une très bonne efficacité là-dessus. On s'intéresse beaucoup également aux douleurs chroniques. Et ça nécessite d'apprendre aux patients à faire de l'auto-hypnose, donc d'apprendre ces techniques pour qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes. L'intérêt ici, c'est de retrouver un contrôle du corps. Parce que quand la douleur chronique est là, ils perdent le contrôle. Donc ça, c'est des choses quand même qui se font pas mal dans les cliniques de douleur. Comme on est souvent limité dans les interventions, l'hypnose est vraiment une possibilité intéressante. Et puis dans tout le domaine de l'anxiété et des dépendances. Donc on peut vraiment traiter les phobies, les troubles anxieux généralisés. Donc il y a pas mal de protocoles qui existent. Et puis les dépendances, ça peut vraiment aider, notamment le tabac.
Les dépendances, il faut toujours faire attention parce qu'il peut y avoir des sevrages, notamment pour l'alcool ou pour des drogues plus dures. Mais on peut travailler malgré tout avec ces outils-là. L'auto-hypnose, c'est quoi? Alors, l'auto-hypnose, si moi je vous raconte une histoire, puis vous allez l'écouter, puis ensuite vous allez vouloir la raconter à quelqu'un d'autre, vous allez utiliser vos propres mots, et vous allez quand même raconter le même style d'histoire. C'est ça l'auto-hypnose. C'est-à-dire que quand on guide quelqu'un, on lui propose un chemin, et la personne, elle va se l'approprier. Donc si maintenant je vous dis, retournez dans une plage agréable pour vous relaxer. Mais là, vous allez perdre là. Moi, je vais vous guider avec mes mots à moi. OK. Mais vous allez pouvoir le soir vous dire, tiens, j'ai envie de dormir, je vais essayer de me relaxer. Je ferme les yeux, puis je me reconnecte à l'endroit que j'ai visité tout à l'heure, mais peut-être que vous allez avoir d'autres images, d'autres sons. Ça sera votre expérience. Et personne n'est là pour vous guider, en fait. Parce que les audios que l'on entend d'hypnose, c'est pas de l'auto-hypnose, ça reste de l'hétéro-hypnose. Il y a toujours quelqu'un qui accompagne. Mais en quoi c'est différent de la visualisation, par exemple? Parce qu'il y a une dissociation. Donc, si maintenant vous êtes ici et que vous sentez les parfums des fleurs d'un parc dans votre imaginaire, c'est pas de la visualisation, là. Il y a une partie de vous qui est là, le corps, mais votre esprit et vos sens, ils sont ailleurs. Ça, c'est intéressant parce que si maintenant je veux opérer quelqu'un, il veut pas rester en salle d'opération. Donc, le corps reste là, il donne son corps au médecin qui l'opère, puis lui, il va ailleurs. Donc, c'est plus que de l'imaginaire, parce que même les sensations kinesthésiques qu'on peut ressentir quand on coupe ou qu'on traite la peau pour une opération, par exemple, il va le ressentir moins ou pas du tout. Parce que il est en train de ressentir plus, par exemple, l'eau, les mains dans l'eau chaude, dans un spa. OK. Donc, c'est vraiment une façon d'induire un monde intérieur, finalement. Ouais. C'est plus être absorbé dans un monde intérieur, et le plus souvent, en tant que thérapeute, on va utiliser, et puis même les médecins, des mondes sécuritaires, des endroits sécuritaires. C'est souvent les mêmes. Je parle toujours de plage, de montagne. Ça peut être aussi sa maison. Il y a beaucoup de gens qui se sentent bien enfermés dans leur maison, surtout en hiver quand il fait très froid dehors et qu'on veut rester au chaud. Il peut y avoir aussi... j'ai eu des patients qui retournaient dans des moments de leur enfance. J'avais une patiente, elle retournait dans le jardin de sa grand-mère, par exemple. Donc, c'est vraiment des endroits qui leur sont propres. Après, nous, on peut proposer aussi des endroits bien spécifiques. Et puis, parfois, ils ne nous écoutent pas. Je peux dire, tiens, tu vas à la plage, etc. Puis après, la personne va me raconter, non, ça ne me plaisait pas, finalement, je suis allé ailleurs. Et ils vivent leur propre expérience. OK, puis physiquement, qu'est-ce qui se passe? On sait que dans le cerveau, il y a comme... il y a des signes physiques qui montrent qu'on est en transe. En transe hypnotique, oui. Okay. Le plus fréquent, c'est d'être absorbé. Donc, c'est un peu comme une statue, la personne bouge moins. Alors, il y a le mouvement des yeux, un peu comme dans le sommeil. Il peut y avoir aussi les traits qui sont très rigides. On peut avoir la tête qui penche. On va avoir des gens comme s'ils étaient en train de s'endormir, en fait. Donc, on a des réactions vraiment de ce style. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La déglutition. Et puis la respiration et le rythme cardiaque qui est ralenti. OK. Comment ça se passe, une séance d'hypnose? Pour quel contexte? En thérapie? Oui, en thérapie. Spectacle, on l'a déjà vu. Là, on a vu des extraits, on sait comment ça se passe. Mais si, par exemple, quelqu'un qui nous écoute a envie de soigner quelque chose ou travailler une dépendance, une phobie, l'anxiété, comment ça se passe? C'est comme une consultation classique. Donc, au début, on va rencontrer la personne pour évaluer sa demande, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle recherche. Donc, par exemple, mettons, je vais arrêter de fumer. Donc, ensuite, on va évaluer, dans le cas du tabac, la motivation à arrêter de fumer. Parce qu'on peut arrêter de fumer que si on est motivé. L'hypnose n'est pas magique. C'est pas parce que je viens faire de l'hypnose que tout d'un coup, je vais devenir motivé. Il faut qu'il y ait une motivation quand même. Oui, on l'a dit au départ, c'est complémentaire à d'autres approches. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on a toute une stratégie d'évaluation, c'est une anamnèse classique. Puis à partir de là, on va identifier des stratégies. Alors généralement, par exemple pour le tabac, moi je propose une séance. Donc une séance d'hypnose où on va confronter la personne à son intérêt d'arrêter de fumer, puis aussi aux avantages. Parce qu'il y a des gens qui disent « moi j'aime bien fumer parce que ça me permet d'être dans le social, puis ça me calme, mais en même temps... c'est désagréable parce que je tousse, parce que j'ai peur pour ma santé. » Donc, on va les confronter à ce choix-là. Puis ensuite, on les laisse décider. Donc, c'est pas qu'on va absolument leur permettre d'arrêter de fumer, c'est qu'on va donner un coup de pouce à la part motivée
pour arrêter de fumer. D'accord. Il n'y a pas de pendule. Là. Il n'y a, pas de cristal qu'on tient dans les mains. Non, on parle beaucoup, surtout. Donc, on raconte, on parle beaucoup. Alors, évidemment, ça, c'est des stratégies thérapeutiques. Après, une séance d'hypnose classique, on va voir ce qu'on appelle une induction, comme vous l'avez certainement vu chez Mesmer, hein, quand il est face à la personne et qu'il met les doigts devant son visage, par exemple. On ne fait pas ça comme ça, nous, mais il y a plein de stratégies pour induire la transe. On peut regarder un point fixe, être absorbé, proposer que les yeux deviennent lourds, les yeux se ferment, et puis la personne rentre dans un état d'absorption. Puis ensuite, on a une partie qui s'appelle l'approfondissement. C'est comme si, tout d'un coup, on permettait à la personne de descendre beaucoup plus bas dans sa relaxation. Donc, c'est un peu comme un massage, finalement. On demande à la personne de se mettre sur la table, puis quand on masse, la personne se relaxe. Là, je fais une petite clin d'œil au spa. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'approfondissement. Puis après, il y a les stratégies thérapeutiques dont je parlais tout à l'heure qui seront différentes. Mais il n'y a pas de massage non, il n'y a pas de massage, non. C'est un massage. Oui et non. Oui, si. En fait, en réalité, si, parce qu'il y a un massage qui est fait par la respiration. Donc, la respiration amène de la relaxation. Moi, j'utilise beaucoup cette technique qui ressemble un peu à la stratégie de Jacobson, hein, de la relaxation de Jacobson. C'est vraiment de permettre à la respiration de se détendre, de la tête aux pieds. Donc ça, c'est une induction qui existe, par exemple. David, on aime bien profiter de la présence de nos invités pour poser une question sur l'équilibre, parce que chaque personne semble avoir une définition très différente. Et je me demande de la part d'un psychologue, d'un professeur, quelqu'un qui a les deux mains dans l'hypnose, ce serait quoi, toi, ta définition de l'équilibre? C'est une excellente question. Je vais en parler peut-être tout à l'heure, mais en hypnose, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire en sorte que la tête ne prend pas trop de place. Chez les patients anxieux, par exemple, ou les patients déprimés qui ont des perspectives négatives de l'avenir, ou que le corps ne prend pas trop de place, c'est-à-dire la douleur chronique, les symptômes psychosomatiques. Et donc, en fait, en hypnose, on essaie de retrouver un équilibre entre la tête et le corps. C'est fascinant. Est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Par exemple, si on a envie de faire de l'auto-hypnose à la maison ou... L'auto-hypnose, il n'y a pas tant de risque. Il n'y a pas de risque pour l'auto-hypnose parce que c'est votre propre expérience. Mais en hypnose, le risque, c'est qu'on peut avoir des mixed feelings. Donc, si par exemple, je vous dis, tiens, retournez à la plage, mais qu'à un moment donné, dans votre expérience, la plage, il y a eu une histoire qui n'était pas très agréable. Une sangsue, oui. Comme vous voulez, ou piqué par un scorpion, ce que vous préférez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des résurgences traumatiques ou des souvenirs qui émergent. Et puis ça, c'est pas agréable. Je comprends. C'est qu'on n'a pas entièrement, c'est ça. On retourne quelque part, mais ce qui peut surgir, ça peut être un souvenir très, très enfoui là, qu'on n'a pas vu venir. Okay. Mais c'est comme ça d'ailleurs que l'hypnose a été utilisée au début. À l'époque de Freud, c'était ça. C'est-à-dire qu'à l'époque de Freud, on faisait de l'hypnoanalyse qui permettait de faire remonter les souvenirs traumatiques pour les traiter. Donc, mais après, aujourd'hui, on est moins là-dedans. Mais malgré tout, ça se fait encore. Et puis, ça se fait tout seul. En fait, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Après, voilà pourquoi c'est pas grave pour un psychologue, c'est que nous, on est habitués à travailler avec les traumas. Donc, nous, on est content s'il y a une résurgence traumatique parce qu'on peut le travailler avec le patient et puis ça résout un problème. Mais quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça, ça serait plutôt embêtant. Ouais. C'est pas grave en soi, hein. C'est juste que ça génère quand même un phénomène négatif chez la personne. Oui, je comprends. Je regardais les bienfaits. Bon, l'hypnose thérapeutique peut aider à s'endormir ou se rendormir quand on se réveille au milieu de la nuit, arrêter la procrastination, apaiser l'anxiété, se défaire des dépendances au sucre, à la cigarette. On en a parlé également d'une phobie, se remettre d'un traumatisme. Là, je continue la liste, elle est longue quand même. Traverser un deuil. Ça semble presque être un remède miracle. Est-ce que c'est le cas? C'est pas miracle parce que ça marche pas toujours. Ça, il y a des gens qui vont toujours, c'est pas que pour l'hypnose, c'est dans beaucoup de thérapies, on va vous dire, mais c'est super efficace, etc. On a des échecs. Je veux dire, si maintenant la personne que l'on veut accompagner n'est pas mobilisée ou n'est pas motivée ou n'a pas de ressources, ça marchera pas. Donc, il faut vraiment utiliser les habilités du patient. Donc, le sommeil, par exemple, j'ai une dame qui avait des troubles de sommeil depuis très longtemps. Ça a pris du temps, on ne s'est pas fait ça en une séance, on est arrivé, mais ça a pris du temps pour qu'on arrive à ce qu'elle retrouve du sommeil, parce que derrière le sommeil, il y avait autre chose. Il y avait d'autres problématiques qu'on a dû traiter. Donc, malgré tout, l'hypnose, c'est pour ça que je disais que c'était un adjuvant, un complément à une thérapie, ça s'inscrit dans un travail plus complexe. On peut avoir des phobies simples.
On peut avoir des phobies qui sont liées à des traumas aussi. Donc à ce moment-là, on va plus travailler le trauma que la phobie. Ouais. Donc, mais la liste que vous avez énumérée est vraie pour d'autres courants thérapeutiques aussi. Non, je comprends. Bon, mais l'hypnose ne guérit pas. Ça, c'est ce que je comprends. C'est que ça aide, ça amène des techniques, ça peut aider à relaxer, mais ça ne guérit pas. Ça dépend ce qu'on attend par guérir. Si on dit qu'un phobique est malade et qu'il a plus de phobie, on peut dire qu'il est guéri de sa phobie. OK. Après, si un patient douloureux chronique, qui a de la douleur chronique, mais qu'il continue à vivre et il perçoit moins sa douleur, mais qu'elle reste là parce qu'il y a une blessure physique qui existe, il peut être guéri psychologiquement, mais pas guéri physiquement. OK, je comprends. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de personnes qui ont eu vraiment une amélioration très nette de leur qualité de vie à la suite de séances d'hypnose? Mais quand j'ai appris à faire de l'hypnose, à l'époque, donc je vous disais tout à l'heure, je faisais plus un travail plus intersubjectif. J'avais une dame de plus de 70 ans qui avait une claustrophobie. Cette dame, en fait, elle avait eu un trauma, ses parents l'enfermaient dans une pièce quand elle était petite. C'est ça, la claustrophobie, c'est la peur d'être enfermée. Il y avait comme une dimension traumatique, oui, c'est ça. Puis moi, pendant 1 an, je l'ai accompagnée, puis elle allait bien, mais elle était toujours claustrophobe. Alors, moi, je viens de Belgique. En Belgique, il y a la côte. Il y a la côte belge, il y a un tram qui fait toute la côte. Elle rêvait de prendre le tram, mais le tram est enfermé, puis il n'y a pas de fenêtre, on ne sait pas les ouvrir, les fenêtres sont fermées, etc. Donc un jour, donc je me suis formé à l'hypnose, je lui ai dit, tiens, on essaierait bien de faire une hypnose. Puis, elle a dit, ok, alors moi je vais, si vous me faites ça, moi je vais ensuite à la côte et je vais prendre le tram. Ok. Alors, c'est paraît super bizarre ce que je vais vous dire, mais on peut faire des choses très bizarres en hypnose. J'en doute. Je lui ai suggéré d'être à sac à main. Pardon? Un sac à main. Vous avez déjà vu, quand même, dans les métros ou dans les trams, il y a des sacs. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un sac qui avait des émotions, vous? Non, hein? En hypnose, on peut se permettre d'être un objet. OK. Donc, elle peut se visualiser comme un objet. Et donc, elle a vécu l'expérience d'un voyage en tram en étant un sac à main. Et le week-end qui suivait, elle a fait toute la côte en tram avec son mari. Pour vrai, pas que dans sa tête. Ah oui. Ça faisait 30 ans qu'elle n'avait plus pris de transport en commun. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps d'essayer de comprendre son problème alors qu'il suffisait juste de la faire expérimenter d'être à sac à main. Donc il y a vraiment... Mais c'est ça qui est bizarre. Évidemment, quand je dis être à sac à main, ça peut paraître fou, mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne est dans un état de relaxation. Quoi qu'il arrive, elle vit l'expérience, qu'elle soit qu'à sac à main ou pas, d'être dans un tram en train de faire le chemin. Mm-hmm. Elle n'a pas d'émotion. Elle est contente. Elle est même fière d'être capable de le faire. Puis elle le fait. Ouais. Donc ça, c'est elle doit être contente après aussi, quand elle en sort du tram. Je veux dire, quel accomplissement quand même. Ah oui, non, ben après, c'est fini. Hein. Ouais. Donc, parce que c'est comme si la phobie, c'est juste l'évitement. Une fois qu'on l'a fait. Et les gens qui disent qu'ils ont peur de l'avion ne sont pas nécessairement phobiques s'ils le prennent. Après, oui, ils peuvent être pas bien, ils peuvent commencer à paniquer dans l'avion, mais ils font quand même le vol et puis ils y retournent. Donc, alors que le phobique, il ne rentre pas dans l'avion, jamais. Donc, c'est vraiment... ça, c'est une technique. Puis, en douleur, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre, une autre personne qui faisait de l'hypnose. J'ai une patiente actuellement en suivi qui a une douleur régionale complexe. Donc, c'est une neuropathie du bras. C'est comme si le bras était mort. Donc, le bras fonctionne moins bien. C'est comme une douleur fantôme, sauf que le membre est encore là. Puis, il y a, dans ce cas de figure, parfois ce qu'on appelle de l'algodystrophie, donc les muscles qui se contractent. Donc, les gens, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui ont leur bras qui est coincé comme ça. Oui, avec la main qui pend un peu. Ouais. Cette patiente va consulter quelqu'un qui fait de l'hypnose. Puis, la personne lui dit, mais il faut aimer votre bras. Parce que quand on a de la douleur sur une partie du corps, on est fâché sur la partie de notre corps. Donc, retrouvez encore l'équilibre. Donc, il faut aimer votre bras. Et donc, elle a retrouvé le plaisir d'être avec son bras. Et puis, son bras, à la grande surprise de la chirurgienne d'ailleurs, elle a pu retrouver la mobilité de son bras. Aujourd'hui, maintenant, elle vient me voir, on essaie de travailler pour qu'elle puisse fermer le poing correctement. Il manque encore d'amplitude, mais c'est quand même assez rare, moi, de voir des personnes qui sont arrivées à tel point de douleur qui, par la suite, retrouvent une mobilité. Ouais. Donc ça, c'est quand même possible. Donc,
Mais ce qui me frappe dans tout ce que j'entends, c'est que on est capable, avec nos mots, de provoquer des sensations. Tout à fait. Donc, quand on se dit que c'est la panique, que ça va mal aller, qu'on est négatif, ça peut nous induire de l'anxiété, par exemple. C'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion négative. Ouais. Ouais. Donc, nos mots sont puissants. Ce qu'on se dit dans notre tête, Oui, tout à fait. ça peut faire une différence sur notre bien-être complètement. Mais c'est ce que font les dépressifs. Les dépressifs, ils ont une considération négative de leur vécu, ils s'autocritiquent. Donc forcément, ça renforce la symptomatologie, alors que nous, on leur suggère des choses bien plus agréables. Et puis, ça m'est déjà arrivé de demander à une personne, mais ça c'est plus de la thérapie brève, mais qui est quand même dérivée de l'hypnose, qui me dit qu'elle ne se trouve pas belle, de lui demander de regarder dans le miroir la partie du corps qu'elle préfère. Donc elle se regarde, puis à un moment donné, elle trouve ça stupide, et puis elle arrête de dire qu'elle n'est pas belle. Donc c'est comme si à un moment donné, j'ai une perception négative de moi, ça a un impact sur mon émotionnel. Donc, et puis, on connaît la dysmorphophobie chez les personnes qui ont des troubles alimentaires. Ils sont focalisés sur une partie de leur corps qu'ils n'aiment pas, ou bien ils se voient plus grosses qu'elles ne le sont, Ouais. dans le miroir. Et donc, c'est une perception altérée. Donc, on peut travailler ça. Il y a des techniques d'hypnose pour ça aussi. On peut demander de regarder. Mais comment on fait, là? Je suis certaine qu'il y a tout le monde qui nous écoute a quelque chose, c'est reconnu dans quelque chose qui a été nommé. Comment on fait pour arrêter ces pensées-là intrusives qui nous font du mal? On peut faire un exercice si vous voulez. Avec plaisir. OK. Donc là, vous avez des pensées là, en ce moment. Oui. Vous pensez à ce que vous allez faire tout à l'heure. Je pense qu'il fait chaud, mais à part ça... Ça aussi, puis vous dites, oh, mais il n'arrête pas de parler, celui-là, c'est terrible et tout. Ah, ça, non, Donc, par exemple. Non, comme ça, voilà. Donc, si maintenant, par exemple, vous mettez vos pieds au sol Oui. et que vous ressentez vos pieds sur le sol, vous pouvez fermer les yeux, ressentez le pied sur le sol. Puis vous sentez le contact des pieds avec le sol. Puis vous pouvez commencer à inspirer, expirer. Puis vous pouvez aussi, pendant que vous faites cela, ressentir, à partir de vos pieds, une sensation qui remonte dans les jambes. Ça peut être une sensation agréable. Puis on pourrait même imaginer, au fur et à mesure que vous inspirez, que vous expirez, que cette sensation amène un relâchement. Ça remonte vers le bassin, vers le ventre. Puis arrivé au thorax, vous prenez aussi conscience que votre respiration ralentit, que le cœur bat plus calmement. Et puis l'idée n'est de rien faire, juste observer ce qui se passe. Juste observer qu'en ne faisant rien, le corps se relaxe. Puis, pendant que vous faites cela, on peut même imaginer que les pensées vous ennuient. Parce que, évidemment, si maintenant vos pensées sont là, ça vous empêche de profiter de ce moment de relaxation. Vous pouvez les laisser là où elles sont, c'est correct. On pourrait même imaginer que la respiration, un peu comme le vent, vient les balayer. On peut même imaginer, si on a beaucoup d'imagination, que par l'expiration, ces pensées s'échappent. Pour que vous puissiez plus profiter du moment présent, du corps qui relaxe. Et si vous avez beaucoup d'imagination, vous pouvez peut-être même visualiser ces pensées qui s'échappent. Vous pouvez les voir sortir du corps, sur la forme que vous voulez, c'est vous qui voyez. Jusqu'au moment où vous retrouvez effectivement une tête vide. Mm-hmm. Ça donne quoi, ça? C'était des oiseaux qui sortaient de ma bouche. Ah ouais, hein? Ouais, Okay. Des beaux corbeaux, là. Puis plus ça allait, plus ils étaient grands. OK, je fais partie du 15% qui est capable d'autosuggestion. Mais c'est fou parce qu'on peut penser qu'on a davantage de contrôle sur nos propres pensées. On n'apprend pas aux enfants à contrôler leurs pensées, à être conscients de leurs pensées, mais je pense qu'on devrait. Mais j'ai un de mes collègues qui est venu donner une formation ce week-end qui disait que ça, c'est une maladie de l'Occident. Quoi donc? On veut tout comprendre. On veut tout essayer de contrôler. Puis, il donnait un exemple, l'art chevaleresque du tir à l'arc. C'est un livre, je ne sais plus comment le titre du livre, mais de tir à l'arc zen. Où le tir à l'arc zen, si maintenant je me mets une pression pour pouvoir mettre la flèche dans la cible, je vais la rater. Le tireur à l'arc zen, il a le sentiment qu'il est le prolongement de l'arc à flèche et de la flèche.
Il ne se met pas de pression, il le fait spontanément. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'ici, on veut tellement contrôler et comprendre qu'au final, on se met une pression. Si un enfant va à l'école et qu'il se met une pression de rater un examen, puis j'en ai beaucoup aussi des personnes qui viennent me voir pour traiter l'anxiété de l'échec. L'anxiété de performance. L'anxiété de performance. Mais forcément, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est juste que cette pression qu'il se met a un impact sur ses cognitions, sur ses capacités mnésiques et autres. Alors que on peut juste se laisser aller, comme on l'a fait là, de rien faire. Donc c'est intéressant de voir ça. Et puis c'est vraiment une maladie de l'Occident. Puis l'Occident aussi veut absolument tout comprendre pour tout contrôler. J'écoutais il n'y a pas très longtemps un collègue qui travaille beaucoup sur l'anxiété. Il disait, il y a eu une époque de la vie, là où il y avait encore la peste, etc., des gens qui vivaient des choses extrêmement angoissantes, mais ils étaient moins anxieux que nous. Ouais. Et c'est une pression sociale. Ouais. Une pression sociale. Pression sociale, mais également davantage de savoir, davantage d'exposition à des nouvelles. On sait ce qui se passe partout à travers le monde. À l'époque de la peste, on ne savait pas forcément qu'il y avait un génocide dans le pays. Mais ça, c'est vrai que ça aussi, ça a un impact sur l'Orient. Parce que tout ce stress est transmis à travers les médias. Et donc, l'idée de l'hypnose, c'est de mettre une pause dans la pensée. Vous savez que, peut-être que j'exagère, mais si je vais chez le dentiste, parce que j'ai donné cours chez les dentistes ce matin, si je vais chez le dentiste et que j'ai pas peur du dentiste, spontanément, parce que je sais que je vais me mettre dans une position de soin dentaire, ma bouche va s'endolorir parce que je vais laisser ma bouche au dentiste. Si maintenant, je veux absolument être en contrôle de mes sensations, et j'ai peur, je vais tellement focaliser là-dessus qu'elle sera beaucoup plus sensible. Oui. On va crisper, c'est sûr. Ça. Ouais. Donc, le laisser aller, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en lien avec l'équilibre. Hein. Le laisser aller est important. Et l'hypnose, c'est ça que ça permet. L'état hypnotique permet ça. Et la thérapie, en fait, en réalité, c'est juste que tout d'un coup, il y a une solution qui émerge. Mais là, est-ce que c'est le dentiste qui va induire l'hypnose ou le patient doit faire le travail avant d'aller chez le dentiste? Les deux. Moi, je me fais ça chez moi. Je le fais tout seul quand je vais chez le dentiste. Ah oui, hein? Mais effectivement, il peut y avoir des dentistes, il y en a d'ailleurs, qui sont formés à l'hypnose, qui peuvent accompagner les patients. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets secondaires quand on va faire un voyage, par exemple, sur la plage, après 1 heure d'hypnose? Est-ce qu'on est un peu encore en état second? Ça peut un peu fatiguer. C'est comme quand on se réveille tôt le matin. Donc, ça dépend un peu des gens, mais on peut être un peu... c'est comme si on avait dormi, en fait. On ne dort pas, hein, mais on peut être un petit peu sonné. Okay. Ça peut arriver, surtout chez les gens qui vont très profondément. Ça m'arrive parfois de leur demander d'attendre en salle d'attente avant de reprendre la voiture. On ne veut pas qu'ils s'endorment, par exemple. Ils ne vont pas s'endormir, mais c'est juste qu'ils ne sont pas peut-être encore totalement revenus. Ouais. Et ça prend quelques minutes de plus, pas plus. Hein. Donc c'est vraiment, il faut les laisser émerger. Sinon, on peut avoir la tête qui tourne quand même. Je pense que ça peut vraiment, les sensations d'un sommeil profond, quand on se réveille, vous savez, quand le réveil matin sonne, et qu'on dormait profondément, là, cette sensation qu'on a quand on émerge soudainement du sommeil. Une espèce de décalage. Voilà, ça peut avoir cette sensation-là. OK. Si on veut choisir, par exemple, quelqu'un avec qui faire une thérapie, si on est intéressé, on veut essayer l'hypnose, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des certifications? Est-ce qu'il y a des professionnels? Ouais. Comment ça marche? Moi, j'ai un collègue qui dit souvent que le scalpel ne peut pas être mis entre toutes les mains. Il faut être chirurgien pour être capable d'utiliser un scalpel. Donc, si maintenant, vous voulez faire un soin thérapeutique, psychothérapeutique, il faut aller voir un psychologue ou un psychothérapeute qui pratique l'hypnose. Si maintenant, vous voulez aller voir un dentiste qui fait de l'hypnose, vous n'allez pas aller voir une personne du coin qui dit « Ah bah tiens, je vais faire les soins dentaires ». Donc, c'est vraiment trouver un spécialiste qui est reconnu par un ordre professionnel, qui pratique dans le contexte de soins que vous visez. Mais c'est affiché, donc, oui, par exemple, c'est facile à trouver. Là. Par exemple, sur le site de la Société québécoise d'hypnose, il y a les personnes qui sont formées et qui sont tous obligatoirement affiliés à un ordre professionnel. Puis même sur l'ordre des psychologues du Québec, tout le monde ne fait pas ça, mais les spécialités sont notées aussi. Donc, si vous êtes sur le site de l'ordre des psychologues du Québec, pour les psychologues, je parle, oui. Je ne sais pas si c'est le cas pour les médecins et les dentistes,
mais on peut mettre comme approche complémentaire l'hypnose et c'est indiqué sur les formulaires. En fait. Et qu'est-ce que ça fait, la Société québécoise d'hypnose, dont vous êtes le président? Donc, la Société québécoise d'hypnose, elle forme. Donc, on fait des formations pour les médecins, les dentistes, les psychologues. On commence aussi à former les infirmières. Donc, c'est vraiment des formations qui sont reconnues par la société, parce qu'il y a une société internationale aussi d'hypnose, donc par la Société internationale. Puis, on fait aussi des conférences. Donc là, on a souvent des conférences qui sont parfois aussi ouvertes au public. Pas au tout public, mais en tout cas à un public de personnes qui ne sont pas formées, professionnelles. Donc, on fait des conférences. Et je souhaite aussi de soutenir la recherche. Parce que ce qui est assez aberrant, c'est que les mythes de l'hypnose persistent, alors qu'on a beaucoup de données probantes. Il y a quand même il y a des journaux scientifiques uniquement sur l'hypnose, d'ailleurs. Et donc, soutenir la recherche, c'est important parce qu'on essaie de comprendre un peu mieux. On fait des études, notamment en neurosciences, pour essayer de comprendre les processus. On fait des études cliniques, on développe, on essaie de trouver des stratégies. Moi, par exemple, m'intéresse beaucoup la réalité virtuelle et l'hypnose. Donc, on utilise des stratégies pour avoir une synergie d'effets. Donc, c'est vraiment les missions d'enseignement, qualité de soins et également de promotion de la recherche. Aussi. Ben, justement, est-ce qu'il y a des idées reçues là, qu'il faudrait complètement enrayer à propos de l'hypnose? Oui, ben la plus importante, c'est celle avec laquelle on a commencé, c'est-à-dire on perd le contrôle. Non, au contraire. Vous savez, si vous allez sur YouTube, vous allez voir, il y a des vidéos de Mesmer avec des vedettes qu'il a hypnotisées. Puis, il y en a une en particulier qui m'avait marqué. Il l'a envoyée sur un grand 8. Donc, les montagnes russes. Ouais. Un grand 8, ça, c'est les Belges. Oui, ça, c'est les Belges. Est-ce que tout le monde a entendu l'accent belge? C'était de toute beauté. Alors, donc, sur les montagnes russes. Sur les montagnes russes. Okay. Et la personne n'aime pas ça. Donc, elle sort d'hypnose, spontanément. Donc, on a le contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sous hypnose. Donc, ça, c'est un point. Donc, on a le contrôle, on est tout le temps présent. C'est comme un cauchemar. Hein. Si à un moment donné, je fais un cauchemar, je vais me réveiller. Bon, je vais t'agiter, mais je vais me réveiller. Donc, il y a toujours une censure qui existe. Donc, ça, c'est important parce que les gens pensent qu'on peut manipuler. Il y a même des films où on voit qu'on peut même faire tuer quelqu'un sous hypnose. Oui, ça sert beaucoup à la fiction. Si vous êtes serial killer, oui, peut-être, mais si vous n'êtes pas du tout psychopathe, ça ne marchera pas. Donc, il y a vraiment des enjeux de ce style. Un autre point important aussi, c'est qu'on ne dort pas en hypnose. Donc, parce que les gens pensent que si vous regardez quelqu'un qui est en hypnose profonde, vous allez croire qu'il dort. Mais il est présent. Si je vais lui demander, par exemple, de lever le doigt pour m'indiquer ceci, ou d'avoir une réaction, on peut faire de la lévitation, le bras pour monter, par exemple, c'est des phénomènes qu'on essaie de faire pour vérifier l'état de transe. La personne va réagir, alors qu'une personne qui dort, il ne va pas réagir du tout. Donc ça, c'est un deuxième mythe qui est assez important. Et puis, la question de l'oubli aussi. Parce que pendant tout un temps, on pensait qu'on oubliait sous hypnose. C'est vrai qu'on peut ne pas tout entendre. Si maintenant je vous raconte une histoire et que vous êtes en hypnose profonde, vous n'allez pas entendre tout ce que je vous raconte. Parce qu'à un moment donné, c'est trop loin. Mais on n'oublie pas sous hypnose. On peut se souvenir de tout. Donc ça, c'est aussi des éléments. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à la perte de contrôle. Ouais. La peur, finalement, d'être abusé ou d'être manipulé, exactement. Oui, c'est ça, voler le portefeuille comme un des patients. Après c'est une des raisons. On peut, comment dire, vous savez, la personne qui vient consulter, elle est quand même dans un état de fragilité. Donc, c'est pas l'hypnose qui fait qu'on peut manipuler. C'est la fragilité de la personne qu'on rencontre. Si une personne est fragile, si elle tombe sur une personne qui n'est pas... une bonne personne, elle peut le manipuler. Oui, on est d'accord. Oui, mais quand même, peut-être que dans le vocabulaire qui est utilisé aussi, tu sais, quand on parle de transe, par exemple, déjà, ça peut amener un imaginaire plus négatif. Peut-être que ce serait bien de trouver des nouveaux mots. Mais rien que le mot hypnose est déjà un problème. Je pense aussi. Parce que hypnose, ça veut dire sommeil. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme? C'est parce que James Braid, qui est un chirurgien écossais qui a inventé, enfin, qui n'a pas inventé, mais qui a nommé l'hypnose, il faisait des anesthésies. Donc lui, ce qu'il recherchait comme phénomène, c'était d'endormir les gens, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. C'était ça ou rien. Donc c'est pour ça que ça vient de là. On l'a gardé, mais en réalité, c'est pas un bon terme, parce que les gens ne dorment pas. Non, c'est ça. Puis les trans aussi, ça fait penser à un monde très ésotérique ou de danse ou de quelque chose de mystique, alors que l'approche, ce que j'entends, c'est que c'est très, très scientifique, finalement. On peut parler d'expérience, on parle beaucoup.
On parle aussi de termes d'état altéré de conscience. Altéré est aussi un problème. On va dire que ce sont des différents états de conscience, point. Mhm. C'est-à-dire que même la transe, comme vous venez de la nommer, c'est un état de conscience différent. Ouais. Et donc, ce sont différents états de conscience, comme l'état de veille, comme le sommeil, comme l'hypnose, comme l'éveil très actif. Ouais. Ce sont des phénomènes de conscience. Quand on cherche sur Internet, évidemment, on peut trouver les spectacles de Mesmer, ses émissions télé, mais on peut aussi trouver beaucoup de balados d'hypnose ou d'auto-hypnose. Quel est ton avis là-dessus? Ah, ben, je sais pas, ça dépend qui le fait. Bon, après, généralement, c'est pas méchant, je pense. Mais je sais que j'ai des patients parfois qui écoutent des audios sur le sommeil ou c'est assez générique en fait. Donc c'est pas trop négatif, ça dépend qui le fait. Il y a peut-être parfois des gens qui veulent juste s'amuser, mais on n'a pas le contrôle de tout ce qui se passe sur Internet. Moi, je dirais que un travail thérapeutique, c'est fait sur mesure. Donc tout à l'heure, je vous disais, bah, tiens, j'ai proposé à ma patiente d'être à sac à main. Je vais pas proposer ça à tout le monde. Ouais. Je comprends. Donc, c'est trop générique sur Internet, c'est pas approprié au voilà, cas c'est ça. Par spécifique. contre, tout ce qui touche à la relaxation, si maintenant vous écoutez de la méditation, il y a des audios, petits bambous, etc., qui existent, c'est correct, c'est un accompagnement. Donc, on peut avoir des relaxations hypnotiques qui sont de bonne qualité, c'est pas un problème. Mais dans un travail thérapeutique, c'est le sommeil, par exemple, c'est bien plus complexe que simplement dire d'amener la personne dans une détente. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais les gens qui ont des troubles de sommeil conséquents, ça sera peut-être pas efficace. Oui, je comprends. En terminant, est-ce que tout le monde peut être un bon candidat à l'hypnose ou à l'auto-hypnose? Est-ce que des enfants comme des aînés peuvent tenter ça? Alors, les enfants sont très suggestifs. Donc, en fait, plus on a un imaginaire débordant, mieux c'est. Donc, par exemple, de manière métaphorique, on va voir les ingénieurs à l'extrémité, puis on va voir les enfants de l'autre côté. Vous venez de nommer mon mari puis ma fille. Ah ben voilà. Donc, mais après, il y a des ingénieurs qui répondent bien à l'hypnose aussi. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment tout le monde est capable de faire de l'hypnose. C'est un phénomène naturel. Si maintenant je m'absente pendant quelques minutes, Tomber dans la lune, là? ouais, c'est ça. Je peux aller ailleurs et je peux vivre des émotions, puis d'un coup, je peux commencer à rigoler, pas parce que je suis fou, mais parce que je me suis souvenu d'une blague ou bien d'un épisode agréable de ma vie, puis ça génère de la bonne humeur chez moi. Uh-huh. Donc, c'est un phénomène de transe naturelle ou d'hypnose naturelle. Donc, tout le monde est capable. Et puis, pourquoi je disais tout à l'heure que même les 15% moyennement suggestifs peuvent bien répondre à l'hypnose, c'est parce que quand on a une souffrance, on veut aller mieux. Donc, si maintenant je souffre, et même si... Et j'ai tout essayé. Souvent, ils viennent nous voir, les gens, on se dit, j'ai tout essayé, là. Ouais. Donc, mon collègue... L'acupuncteur, les médicaments, là, oui, on imagine bien. Ouais. Et donc, finalement, il ne reste plus que nous. Donc, ou la prière, comme dit mon collègue. Donc, finalement, quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà essayé, ils sont super motivés. Et ça, c'est un élément qui est majeur dans la thérapie. Donc, même si je suis faiblement hypnotisable et que je ne vais peut-être pas avoir tous les signes que je vous ai décrits tout à l'heure, je pourrais bien répondre à la suggestion quand même. David Auger, merci. C'est beaucoup plus clair, beaucoup moins mystérieux, l'hypnose. C'était vraiment un plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!